internationale, notamment diasporique. Bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Déborah Conso, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste de formation, jeune cadre dans l'administration publique en République démocratique du Congo et membre du groupement des femmes politiques indépendantes GFPI, récemment lancé à Kinshasa. Merci de répondre à l'invitation de la radio Afrique d'une seule voix en partenariat avec Grand Journal pour analyser le bilan du président Félix Tshisekedi et son gouvernement 4 ans après son accession au pouvoir. Alors, première question. Les détracteurs du président Félix Tshisekedi estiment qu'il a échoué sur toute la ligne, puisque selon eux, tous les projets qu'il a initiés, notamment le programme des 100 jours, Tshilé-Gelou, la construction des infrastructures, routes, ponts, écoles, y compris la gratuité de l'enseignement des bases, et j'en passe, selon ses opposants, tout a été un fiasco. Par contre, le partisan du président estime que son bilan est globalement positif. Vous, comment analysez-vous le bilan du président de la République au cours des 4 dernières années? À mon avis, le bilan du régime Tshisekedi est en dessous de la moyenne. Au regard de l'écart entre les différents fronts auxquels il s'était engagé et les résultats palpables. Donc c'est vraiment en dessous de la moyenne pour moi. Ok. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples par exemple, pourquoi vous donnez une telle cote? Pourquoi je donne une telle cote? Bon, je vais un peu expliquer. À l'instar de la lutte contre les groupes armés, la corruption, le blanchiment de capitaux, l'enrichissement illicite et surtout l'échec de l'installation de l'état de droit qui a été sanctionné lors de la campagne électorale. Vis-à-vis de tout ceci, je pense que je peux me dire que son bilan est moyennement vraiment en dessous de la moyenne. Mitigé. Ok, alors commençons par, puisque vous parlez des groupes armés, commençons par la justice. C'est vrai que le président avait dit qu'il lui-même se sentirait pleinement président s'il ramenait la sécurité dans la partie septentrionale du pays. C'est vrai que 4 ans après, pour ses opposants, la situation sécuritaire s'est détériorée davantage, mais pour les partisans du président, ils donnent des raisons pour justifier cette situation en disant que l'armée était infiltrée, les différents services de l'administration étaient infiltrés et que le président veut résoudre le problème à travers la diplomatie. Aujourd'hui, le monde entier commence à parler en faveur de la RDC. On a pointé le Rwanda, Paul Kagame, etc. comme étant agresseur de la RDC. Donc pour les partisans du président, la situation évolue bien. Donc alors, sur le plan sécuritaire, qu'est-ce que vous dites, puisque vous avez parlé des groupes armés? En effet, sur la situation sécuritaire, je dirais qu'elle s'est détériorée davantage au point de créer un drame humanitaire. Ce qui fait que cela attire les regards un peu de tout le monde. On peut le voir par l'accroissement du nombre de décès par jour dans les zones à conflit, zones en guerre, et aussi les déplacements de populations qui fuient les offres de guerre. Donc je dirais que c'est vraiment détérioré, quoi. La situation ne s'est pas améliorée. Alors c'était parmi les promesses que le chef de l'État avait tenues lors de sa campagne électorale, qui jusque-là, pendant, je peux dire, n'est pas encore réalisée. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Le partisan du président estime que la situation traîne puisque le président a refusé de négocier avec les groupes armés pour les intégrer dans l'armée et les services de sécurité, ce qui entraînait une espèce de cycle de violence, puisque on assistait à une accalmie et puis après la guerre reprend, puisque tout le monde créait des groupes armés qui vont être déversés dans l'armée et qui deviennent des généraux, etc. Donc ils estiment que l'approche du président est bien, mais évidemment ça va prendre du temps. Vous n'êtes pas de cet avis?
Non, je ne pense pas partager cet avis. Pour moi, je dis que si on constate que notre armée est infiltrée dedans, alors il devait sanctionner. Il y a des gens qui devaient être mis en prison, il y a des gens qui devaient être démis de leurs fonctions, si cela ne se fait pas. Donc on est aussi d'un côté complice. Nous sommes en train de cautionner le mal. Alors, passons ces chapitres pour migrer vers le budget de l'État. Par exemple, le régime s'est glorifié d'avoir fait des recettes faramineuses avec un budget qui est passé de 4 à 14 milliards de dollars. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Si je dois parler du budget dont il se glorifie actuellement, je dirais que c'est bien de parler concrètement. Quel est le niveau de vie de la population? La population s'enfonce. Les prix de denrées alimentaires sur le marché est en train de décupler carrément. On se retrouve en train de toucher le fond, on peut dire. La population vit de moins d'$1. Déjà notre monnaie est en train de se déprécier de jour le jour. Et là, ça ne va pas. Notre monnaie est en train de perdre sa valeur et je ne sais pas quand ils disent que le budget s'est amélioré, il y a accroissement. Je me demande si c'est vérifié ou c'est vérifiable dans quel secteur. Oui, mais le régime dit qu'ils ont augmenté concernant ce que vous dites, la situation de la population. Ils disent que ceux qui travaillent, par exemple, dans l'administration de l'État, les salaires ont augmenté pour les fonctionnaires, les enseignants, les militaires, les policiers. En parlant des salaires déjà, aujourd'hui on veut parler des salaires, mais les salaires en question, c'est par rapport au taux aussi. Ils sont payés déjà combien et à quel taux? S'ils doivent revenir en arrière, s'ils étaient payés, je donne un exemple, par exemple 120 000 francs, les taux étaient à combien? C'est ça aussi la grande question. Aujourd'hui, le dollar est carrément à plus de 22. Et si vous donnez à quelqu'un 300 000, vous lui donnez combien exactement? C'est bien beau de parler des chiffres, mais ces chiffres-là ont quel impact sur les marchés? Ont quel impact dans la vie quotidienne de la population? Les gens souffrent. Et moi, je me mets à douter sur tout ce qu'ils disent comme chiffres. Parce que les résultats n'est pas palpable. Oui, mais est-ce que le problème au Congo, c'est pas puisque dans d'autres pays, c'est pas le gouvernement quand même qui nourrit la population. Les gens font, quand vous avez un secteur privé qui marche, les gens qui entreprennent, qui font les affaires, qui créent des petites et moyennes entreprises, c'est en ces moments-là qu'une économie, que les conditions sociales de la population, puisque ce n'est pas forcément la fonction publique qui devrait employer tout le monde. C'est vrai ce que vous dites. La fonction publique ne peut pas employer tout le monde, ça c'est vrai. Mais nous avons quelle politique économique déjà? Nous n'avons pas une bonne politique. 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo, face au bilan, devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique. Bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Non, pas une bonne politique. Déjà avec les problèmes de rétrocommission, quelqu'un qui voudrait bien créer son entreprise et tout ça, quelqu'un qui ramène un projet, on lui demande déjà de donner 20% par exemple de son projet. Un projet qui n'est pas encore matérialisé, mais qui doit déjà subir de coûts pour que ça soit validé. On est où là? Alors, sur... il y a beaucoup de problèmes sur ça. Oui, alors... Sur ces domaines-là. Alors, ils disent que c'est parce qu'ils ont hérité ça des anciens régimes qui se sont succédés depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Il n'y avait que des régimes corrompus, prédateurs, qu'ils ne peuvent pas changer la situation comme par une baguette magique. Quand j'entends ça, ça me fait rire parfois. Parce qu'aujourd'hui, ils vont nous parler des baguettes magiques, mais lorsqu'ils promettaient, ils ne savaient pas qu'ils avaient hérité de tout ce qui a été fait par les prédécesseurs. Ils le savaient.
Mais ils ont quand même promis. Et moi, j'ai entendu une phrase qui revenait souvent, ils vont déboulonner les systèmes. Et là, je me demande si ils ont déboulonné les systèmes ou c'est le système qui les a déboulonnés. C'est vraiment un contraste. Ouais, ils ont été déboulonnés par le système parce que c'est les mêmes bavures que nous étions en train de déplorer qui continuent. La corruption continue d'assiéger les pays. En tout cas, je ne sais pas si le déboulonnement en question a été fait dans quel secteur. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Déborah Consommé, vous avez parlé de l'état des droits tout à l'heure, mais sur le plan de l'état des droits, on voit quand même la justice qui fait son travail avec des très proches collaborateurs du président de la République qui sont allés en prison, tels que les directeurs de cabinet et des conseillers très puissants autour du chef de l'État qui se retrouvent aujourd'hui en prison. On n'avait jamais vu ça. Excusez-moi de rire en tout cas, mais attendez. Cette justice qui arrête les gens, ok, mais lorsqu'elle arrête les gens, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il réparation? Cet argent qu'on dit être détourné, est-il rendu au trésor public? Non. Et ces personnes qui sont arrêtées, ils ont été arrêtés, condamnés même. Comment font-ils pour ressortir des rebondissements là, de leur dossier qui fait en sorte qu'ils se retrouvent en liberté? Viennent d'où? Tout ça, on peut dire que c'est vraiment une théâtralisation de la justice, quoi. Ils sont en train de nous jouer une vaste blague et ça, c'est pas bon. Mais le président ne peut pas quand même, mais le président ne peut pas quand même s'immiscer dans la justice. La justice est indépendante. Le président, lui, il est respectueux du principe de séparation de pouvoir. En tout cas, j'ai ri encore une seconde fois parce que vous dites que le président n'y est pour rien. Non, mais le président, on l'appelle garde de sceau. Le président, il est le garant de la nation. On peut dire qu'au-dessus de l'appareil judiciaire, il y a le président. Bien qu'il n'y fait pas partie comme étant un acteur direct, mais il est un acteur indirect et pas le moindre. S'il constate que la justice n'est pas rendue comme il le faut, il doit taper du poing. Il doit rendre la justice, il doit faire en sorte que la justice reste au centre. Et c'est ce qu'il ne se fait pas. Il a promis que la justice sera au centre, tout ça, mais il n'y a rien. Aujourd'hui, la loi n'est pas au-dessus de tout le monde. Il y a ceux qui se voient être au-dessus de la loi. Ils font n'importe quoi. Ils savent qu'ils sont des intouchables. Aujourd'hui, ils peuvent être en prison, mais demain, ils vont sortir. Ils vont faire des fêtes en grande pompe parce qu'ils sont sortis. Que dire du peuple? Dans tout ça, le peuple bénéficie de quoi? Vous, en tant que femme et jeune cadre, le président a augmenté le taux de représentativité des femmes dans le gouvernement et à des postes vraiment stratégiques. Vous avez le ministre de Mines qui est une femme, le ministre de l'Environnement qui est une femme, le ministre d'Emploi. Vous avez même la Banque centrale de la RDC qui a été confiée à une femme, ce qui n'a pas été le cas au cours de 60 dernières années. Ça, vous saluez ça, non? Bon, ma réponse sera étonnée. Je salue peut-être à moitié. Je m'explique. Puisqu'il ne s'agit pas seulement d'augmenter la représentativité de femmes au sein du gouvernement, puisque seul le nombre ne suffit pas. Il faudrait plutôt miser sur la qualité de ces femmes-là. Par là, il y a la compétence, il y a le dynamisme, il y a la probité morale, surtout ça, pour une gouvernance saine et réussie. C'est pas parce qu'une femme est femme, on doit lui mettre dans un poste de commandement parce qu'elle est femme. Non, être femme ne suffit pas. Être femme, oui, mais être femme qui répond aux caractéristiques pour diriger. Pas seulement on dirige parce qu'on est une femme ou on donne des postes parce qu'il faudrait que la femme soit représentée. Non, si c'est ça seulement, ça ne vaut pas la peine.
Mais vous ne remettez pas quand même en cause la qualité des femmes qui ont été nommées, puisqu'on a vu même tout au début du mandat de Félix Tshisekedi, une femme à la tête de l'Assemblée nationale. Et toutes ces femmes qui sont là ont des parcours traçables, non? Des parcours peut-être, mais le problème c'est les résultats. Depuis qu'elles sont là, elles sont là. Il y a peut-être une ou deux qui se démarquent peut-être, qui sortent un peu du lot, mais les restes, que font-elles? Les restes, que font-elles? Elles sont à la traîne là-bas. Or, elles sont là pour impacter, pas seulement parce qu'elles sont des femmes, mais parce qu'elles sont dans des postes de commandement. Elles doivent assumer leur poste avec maestria. Pas seulement, non, les postes est occupé par une dame et tout, non. C'est pas la tête de la dame qu'on veut, c'est la dame qui incarne ce qu'on veut voir. La compétence, qui incarne le dynamisme, qui incarne le changement qu'on veut voir. Et le président a été plébiscité par ses pairs de l'Union africaine comme étant le champion de la masculinité positive à cause de ses actions en faveur de femmes, puisque même au niveau de la loi électorale, il y a une disposition qui a été insérée qui exige aux partis politiques de présenter 50% des femmes lors des prochaines élections. Comment analysez-vous cela? Bon, c'est vrai que nous nous battons toujours pour que la femme ait une place de choix. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement du nombre, il s'agit de la qualité de femmes. Donnez-nous des femmes au poste de commandement, mais des femmes qui valent la peine. Des femmes qui défendent les couleurs du pays, des femmes qui défendent, c'est pourquoi elles sont nommées, des femmes défendent leur travail, quoi, défendent la nation. Pas seulement des femmes, c'est ça mon problème. On nomme les femmes, oui, mais je pense que là, on a un problème de casting. Ils prennent des femmes juste parce qu'elles sont femmes et comme on a besoin de représentativité et tout, on met une femme là et tout le monde se voit qu'il y a une femme. Au Congo, maintenant, il y a des femmes qui occupent des postes de commandement. Ce n'est pas ça. Les femmes doivent occuper des postes de commandement, oui, mais quelle femme, quel type de femme? Ces femmes doivent mériter. Nous voulons de la méritocratie partout. Même lorsqu'on nomme des femmes, lorsque il y a des femmes qui prennent le commandement, mais que ce soit des femmes qui méritent. Mais s'il n'y a pas de femmes, s'il n'y a pas de femmes qui se positionnent, qui travaillent leur expertise, leur expérience, vous n'allez pas quand même demander au président de sortir les femmes de son chapeau? Non, mais je ne pense pas. Il y a des femmes qui se démarquent. Sauf que nous sommes dans une société, on peut dire encore misogyne. Il y a des hommes qui mettent encore des bâtons dans le roue pour que les femmes n'émergent pas. Il y en a. Il y a aussi des femmes qui se mettent entre elles des bâtons dans le roue. Mais il y a des femmes qui réussissent à sortir de l'eau. C'est juste parce qu'on n'a peut-être pas attiré les regards du président ou attiré les regards de quelqu'un de haut placé pour qu'il place sur elle la confiance pour émerger. Mais sinon, il y a des femmes, il y a des têtes, il y a des femmes qui peuvent occuper des postes de commandement et les assumer très bien. Alors maintenant, peut-être pas encore leur chance. Déborah Conso, nous nous acheminons tout doucement vers la fin de notre entretien. Je vais vous demander deux choses contradictoires. La première, semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix. Vous allez dire quelle est la chose positive, quelle est la meilleure initiative ou soit la meilleure réalisation de ces régimes. Et la deuxième chose, vous allez dire si vous avez la possibilité de vous adresser au président et que vous voulez qu'il corrige quelque chose, qu'est-ce que vous allez lui dire de faire? Nous commençons par la chose positive que vous saluez présentement. Ça peut être quoi? Il n'y a rien, tout est noir? Non, tout n'est jamais noir ou blanc. Hein? Tout n'est jamais noir ou blanc. Il y a toujours quelque chose, aussi minime soit-elle, il y a toujours quelque chose. Ça peut être quoi? Là, je dirais, au-delà du fait que rien n'a été totalement réussite, on peut noter son courage de décréter la gratuité de l'enseignement, la levée de l'embargo sur l'achat d'armes et de munitions, et le retour du pays dans la scène internationale. Après l'isolement de plusieurs années, c'est quand même des actions à saluer.
aussi infime ou aussi minime soit-elle, mais ce sont quand même des actions que nous devons saluer, quoi. Des actions qui lui ont été une réussite. Bon, si j'étais dans l'entourage du chef de l'État et que je devais lui donner un conseil, je dirais ceci. Il doit chercher à remettre la justice au centre de son programme et intégrer la méritocratie, la moralité dans le choix des animateurs de différentes institutions. Et puis, que les institutions soient plus fortes que les individus qui les dirigent. Nous devons avoir des institutions fortes et non des dirigeants forts. Parce que si on a des dirigeants forts et des institutions faibles, les dirigeants forts se mettront au-dessus des institutions. Ce qui est contraire à la bonne marche des choses. Mais est-ce que vous avez un schéma que vous proposeriez au président de la République, par exemple, pour la désignation des animateurs, puisque la situation aujourd'hui, c'est que la plupart des animateurs viennent des partis politiques et les partis, comme vous l'avez dit, ne désignent pas nécessairement les meilleures personnes. Est-ce qu'il y a une façon que vous aimeriez que les choses s'effacent désormais? Est-ce qu'on doit changer la manière dont le processus de désignation se fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui. On doit carrément changer. Quand vous voyez que vous essayez une méthode et que ça ne marche pas, vous ne demeurez pas dans ça, vous devez évoluer. Les castings que nous avons actuellement posent problème. Tout est à refaire. On doit changer. Et en changeant, nous ne devons pas nous baser sur des accointances. Nous ne devons pas le faire sur base du clientélisme, du régionalisme et même je veux dire de la corruption, quoi. Que cela ne se fasse pas au moyen de billets verts, quelqu'un qui ne mérite pas, mais parce qu'il a donné de l'argent, on va le placer quelque part. Tout cela doit être basé sur l'amour du pays d'abord. Le casting doit être fait sur l'amour du pays. On doit aimer ces pays. Sur la probité morale, j'insiste sur la moralité des acteurs. Ils doivent être des personnes de bonne moralité, bien dirigées. En dehors de ça, ils doivent être intègres. Et puis, ils doivent être compétents. Parce que lorsque vous placez une personne incompétente, la personne va carrément échouer. La personne va carrément échouer. Oui, mais comment procéder? Puisque généralement, avant de faire le gouvernement, les partis politiques présentent des candidats. Alors que les candidats qui viennent des partis politiques ne sont pas nécessairement des candidats compétents. Comment faire dans la pratique? Dans la pratique, en tout cas, moi, je proposerais même qu'on fasse comme on faisait pour être admis à l'université. On peut leur faire un test, hein. Ce n'est pas interdit, pour voir un peu s'ils ont le niveau. Parce qu'ils sont appelés à diriger. S'ils n'ont pas le niveau, ils vont ramener l'amateurisme au sommet de l'État. Et quand le président exige quand le président exige qu'il y ait 50% des femmes sur les listes des partis politiques pour les prochaines élections, s'il n'y a pas de femmes dans des partis politiques, comment les chefs des partis politiques vont faire? Non, ces partis ne manquent pas de femmes. S'ils ne donnent pas les noms de femmes, c'est juste qu'ils n'ont pas de volonté, ils ne veulent pas voir des femmes émerger. Il y a des femmes. Il y a des femmes et pas n'importe quelle femme, excusez-moi, pas n'importe quelle femme, il y a des femmes de tête, des femmes qui peuvent bien diriger, il y en a. C'est juste qu'il faudrait juste faire des choses dans les bonnes conditions, faire des choses dans les règles, respecter les règles de l'art, donc moralité, intégrité, compétence, dynamisme, et je pense qu'avec ces 4 points, nous pouvons émerger. Chaque personne a sa place. Donc, on ne peut pas mettre, je donne un exemple, on ne peut pas mettre au ministère de la Santé, par exemple, un ingénieur. Il ne s'y connaît pas. Un médecin pour le ministère de la Santé, ça se comprend. Mais pas un ingénieur au ministère de la Santé. Mais tous ceux qui se sont succédés, par exemple, pour prendre le cas que vous évoquez, au ministère de la Santé, par exemple, ce sont les médecins. Depuis toutes ces années, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, ce sont des médecins, mais c'est pas pour autant qu'on a un système sanitaire performant. Mais c'est ce que j'ai dit. Il ne suffit pas de prendre un médecin. Un médecin, oui, mais quel médecin?
C'est quoi son background? Qu'est-ce qu'il a à donner? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Aujourd'hui, quand vous allez chez les privés, on vous demande votre CV, on vous demande ce que vous avez déjà accompli dans la vie, on vous demande votre expérience. Mais je vois en politique, ça ne compte pas. Quelqu'un peut ne pas avoir fait quelque chose, on vient, on s'improvise, on est un homme à tout faire. Non. On peut avoir des connaissances élargies sur beaucoup de choses, mais on doit avoir quelque chose sur lequel on est vraiment basé, on est enraciné. On ne s'improvise pas. Congolaises, Congolais, en RDC, mais aussi dans la diaspora, nous dressons le bilan des 4 ans de gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, Déborah Konso, au vu de tout de votre analyse, vous pensez que le président Félix Tshisekedi mérite, oui ou non, le renouvellement de son mandat lors des prochaines élections? Ouf, ça va être dur, hein? Supportez-moi. Allez-y. À mon avis, je dirais non. Je dirais non. Argumentez. Pourquoi? Au regard de tout ce que j'ai présenté comme analyse, depuis le début de cet entretien, je pense que les réponses y sont. C'est clair. Il a carrément loupé son but. Il a carrément loupé ses objectifs. Il s'est fixé des objectifs. Il nous a promis des choses qu'il n'a pas pu réaliser. Il devait prendre le pouvoir pour nous donner certaines choses, pour nous mettre dans une certaine dimension. Il devait nous tirer du bas pour nous ramener un peu vers le haut. Mais chose bizarre, il nous prend de là où il nous a pris pour nous enfoncer encore. Là, on est en train de... Vous êtes dur, hein? Ce que j'ai dit, excusez-moi d'être dur, mais c'est la réalité. C'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous êtes à Kinshasa, vous êtes dans les cités, vous allez voir comment est-ce que les gens s'y lamentent. Comment est-ce que les gens souffrent. Et avec ça, je ne pense pas. Au moins, s'ils nous avaient laissé peut-être là où ils nous avaient trouvé, on continue à patauger comme ça allait être quand même mitigé. Mais là, il nous a enfoncé, je ne sais pas lui dire oui, je dis non. Mais quand j'ai dit que vous êtes dur, c'est puisque le mandat du président Tshisekedi a coïncidé avec la pandémie de Covid-19 et puis après il y a la guerre en Ukraine qui a perturbé tous les systèmes économiques au niveau mondial puisque le Congo dépend de l'économie mondiale. C'est là j'ai dit que vous êtes dur. Je vous dirais ceci. Ce n'est pas parce qu'il y a eu Covid qu'il va être dédouané, non. Il y a eu Covid. Tous les pays ont subi. Mais est-ce que tous les pays se sont retrouvés en train de toucher les fonds comme nous? Je ne pense pas. Lorsqu'il y a eu la Covid-19, chaque pays a cherché à créer des politiques pour pouvoir s'en sortir. Mais qu'est-ce qui a été fait chez nous? L'État a été surpris en fait. C'est ce qui m'énerve un peu chez nous. Les gens qui sont supposés nous diriger doivent, comme on le dit, diriger, c'est prévoir. Chez nous, on ne prévoit pas, on est surpris. Ils s'étonnent des situations au même titre que nous. Nous, on est le peuple. Nous sommes gouvernés. Si nous, on doit être étonnés et s'étonner aussi, nous sommes dans quoi exactement? Donc, même s'il y a eu Covid-19, même s'il y a eu la guerre en Ukraine, cela ne les dédouane pas. Il n'a pas su faire ce qu'il faut dans le temps qu'il faut. C'est comme l'interrogation. Tu peux être beau, intelligent, il peut y avoir des problèmes d'électricité ou de luminosité, mais si l'examen est de 2 heures du temps, vous devez le passer dans 2 heures, pas plus. Et dans les 2 heures, vous devez avoir terminé. Si vous ne terminez pas, ce n'est pas le problème du professeur. Vous devez être sanctionné par rapport à ce que vous avez fait. Mais je me rappelle, excusez-moi de vous interrompre, je me rappelle que quand Covid éclate, Félix Tshisekedi n'avait que quelques mois au pouvoir et qu'il n'y avait pas des infrastructures sanitaires, même pour faire les examens. Moi, je parlais avec les médecins au Congo, on faisait des prélèvements à Bukavu, par exemple, pour les transférer à Kinshasa. On faisait des prélèvements à Kindu pour les transférer à Kinshasa et ça prenait 2 semaines. Et là, Tshisekedi, puisque le premier gouvernement a été formé 7 mois après
l'investiture du président et 3 mois après, Covid éclate et il n'y avait pas de laboratoire, par exemple, en province. Donc le prélèvement devait faire 2 semaines avant d'arriver à Kinshasa et avant de retourner. Vous ne voyez pas que là, c'est puisque quand on fait les bilans, on doit tenir compte des passifs et des actifs et des passifs. Des passifs et des actifs, comme vous le dites, oui. Mais ça ne les donne toujours pas. Toujours pas. Il aurait pu faire mieux. Covid-19 est venu, Covid-19 est parti. Bien qu'il a laissé des dégâts, mais il est parti. Là, après Covid-19, qu'est-ce qui a été fait? C'est ça le problème, c'est ça la grande question. Qu'est-ce qui a été fait? Avons-nous pris des mesures pour pouvoir faire face à tout ça? Gouverner, c'est prévoir. C'est prévoir. Nous, on est toujours surpris, on attend être surpris par les événements. Taisez-vous. Alors, on se voit être surpris et ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Alors, nous allons conclure notre émission. Je vous laisse dire votre mot de la fin. Est-ce que vous avez un message, par exemple, à adresser aux jeunes filles, par exemple, aux femmes? C'est vrai qu'on n'est pas encore en campagne, mais il y a les élections à venir. Les régimes actuels offrent la possibilité aux femmes, puisque les femmes, c'est quand même plus de 50% de la population congolaise. Les jeunes se constituent plus de 60% de la population congolaise. Est-ce que vous avez un message en tant que vous êtes une jeune femme, vous êtes cadre universitaire? Est-ce que je vous laisse conclure cette émission, par exemple, en abordant cette question? 4 ans après son investiture à la tête de la République démocratique du Congo comme chef de l'État, 2019-2023, Félix Tshisekedi Tshilombo, face au bilan, devant la conscience nationale, internationale, notamment diasporique, bienvenue dans la semaine spéciale RDC du 20 au 26 février et c'est sur l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Je dirais ceci aux jeunes femmes, il ne suffit pas d'être belle. Être belle, c'est bien. Mais travailler sa tête, c'est mieux. Avoir de la matière grise, c'est mieux. Travailler sans relâche. Donnez-vous aux études. Faites-les bien. Faites-les pour vous. Vous ne le faites pour personne. Faites-les pour vous. Une femme qui a de la tête, une femme qui a du cran, comme on peut le dire, c'est une femme qui se fait respecter. Juste par son charisme, sa manière de se comporter. Donc étudiez, soyez ces femmes qu'on veut, ces femmes qui sont compétentes, ces femmes qui sont intègres, ces femmes qui peuvent diriger. Parce qu'il ne s'agit pas de diriger parce qu'on est femme, mais diriger parce qu'on est femme, mais on est compétente. La compétence au-dessus de tout, la méritocratie dans tout ce que nous faisons. Alors j'encourage les femmes à étudier, j'encourage les femmes à se présenter aux élections, donnez de votre mieux, faites de votre mieux, ça va tenir. En tout cas, ne laissez pas seulement la place aux hommes. Nous sommes dans un monde de compétition, soyez compétitifs, battez-vous, vous avez vos chances, vous pouvez y arriver. Alors, ne laissez pas des discours misogynes vous faire douter de quoi que ce soit. Nous avons tous un cerveau, nous pouvons tous réfléchir, nous pouvons tous avoir accès au poste de commandement, rien ne l'empêche. Si vous travaillez sérieusement, si vous vous donnez des objectifs, vous les fixez très bien, vous pouvez les atteindre. Alors, courage à nous les femmes, travaillons ensemble pour redevenir ces femmes dont le Congo a besoin. C'était Déborah Konso, économiste de formation, jeune cadre dans l'administration publique congolaise, membre du groupement des femmes politiques indépendantes, GFPI en sigle, qui répondait aux questions de la radio Afrique d'une seule voix en partenariat avec Grand Journal dans le cadre de 4 ans du bilan du président Félix Tshisekedi. Déborah Konso, merci. Merci beaucoup, monsieur Eric. Au revoir. Semaine spéciale RDC du lundi 20 au dimanche 26 février sur l'Afrique d'une seule voix.